Je suis souvent l'invité du frère Thierry. Vous avez donc, si je puis dire, l'avantage, si c'en est un, de m'avoir plusieurs fois entendu. Vous m'entendrez une fois de plus aujourd'hui pour vous redire ce que je vous dis sans cesse, qu'un maître d'école est celui qui peut se prévaloir de trouver dans ses élèves des maîtres. Mes seuls maîtres, je l'ai toujours dit, ce furent mes élèves. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, je voudrais prôner ce livre, le livre de M. Maxence Eckart. Compte tenu de ce fait que j'oserais me l'approprier en disant que mes meilleurs livres, ce sont mes élèves qui les ont écrits. Nous avons en effet, dans l'œuvre de Maxence Eckart, un livre désormais incontournable. La démocratie, c'est le leitmotiv de tous nos politiques, moralistes, voire théologiens aujourd'hui. On a droit à cela tous les jours. Mais sait-on seulement ce que le mot veut dire? Sait-on seulement si la monnaie que l'on fait circuler est en quoi que ce soit fiable? Je ne trouve dans notre littérature contemporaine qu'un livre qui ait fait la généalogie de l'idée moderne de démocratie à partir de l'Antiquité et qui essaie d'en comprendre aujourd'hui l'usage, le succès, l'imposture. C'est le livre de Maxence Eckart. À l'origine, il y avait une thèse en Sorbonne que j'avais l'honneur de diriger. Au terme, il y eut bien plus. Un livre qui en est à sa 3e édition, car il est devenu l'ouvrage incontournable, l'ouvrage de référence, le seul ouvrage qui nous permette d'y voir clair. Il ne s'agit pas d'un pamphlet, il ne s'agit pas d'un procès de la démocratie. Il s'agit de prendre celle-ci dans toute son ancienneté, de la reprendre dans son origine grecque, de retrouver la démocratie athénienne, celle de Périclès, de voir comment elle fut contournée, dérobée, détournée, subvertie, et de montrer à quelle falsification elle a pu donner lieu à travers les siècles, pour en venir jusqu'à notre actualité. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut parler de politique, ou simplement penser la politique, quelqu'un qui veut penser la cité, ne peut pas faire l'économie de la lecture de cet ouvrage. C'est tous les jours qu'on vous rabat les oreilles, la démocratie par-ci, la démocratie par-là. Il faudrait savoir de quoi il retourne, il faudrait savoir ce que c'est. Et c'est là, justement, que le travail énorme accompli par Maxence Eckart, qui de plus a une formation juridique, est très éclairant à ce propos. Je ne vois rien d'autre à comparer. Par le passé, certes, on peut renvoyer à la démocratie en Amérique de Tocqueville, qui représenta un moment de l'évolution de la conscience européenne, bien qu'il vînt d'Amérique. Mais, hors cette référence, qui reste une référence obligée, il n'y a rien eu qui tira au clair ce prestige qu'exerce encore sur tous les esprits
le mot démocratie. Quand on a dit mot démocratie, il semble qu'on ait invoqué la loi et les prophètes. Au nom de la démocratie, on peut tout justifier. Ce qui est contre la démocratie est nécessairement diabolique, pour ne pas dire démoniaque. Et dès lors, la démocratie fait la loi. Mais qu'est-ce que cette démocratie? À entendre les politiciens d'aujourd'hui, c'est sur le mode incantatoire qu'ils invoquent la démocratie. C'est une sorte d'invocation purement verbale. Il faudrait en finir avec cette logorée et essayer de penser une bonne fois ce que cela peut être si nous voulons, nous, en 2017, échapper une fois de plus à la subversion qu'on nous impose au nom d'une sacro-sainte démocratie dont on ne sait pas ce qu'elle est. Je reprendrai la parole si Maxence me le permet après son exposé, mais je ne voudrais pas préjuger de ce qu'il va dire, et c'est pourquoi je donne tout de suite la parole en précisant une chose, c'est que j'ai tenu à préfacer ce livre, cette préface m'honorant beaucoup plus qu'elle n'honore l'auteur de l'ouvrage. Monsieur le professeur, je suis très confus de ces quelques mots que vous venez de m'adresser. Moi, je profite de cette conférence pour rendre hommage à l'enseignement dont j'ai pu profiter. Et vous m'avez appris la rigueur intellectuelle, la subtilité du raisonnement et, je dirais, ce qui est beaucoup plus rare, le courage intellectuel. Et donc, je vous remercie de cela. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais également remercier le frère Thierry d'avoir bien voulu me permettre de vous adresser la parole pour vous présenter ce livre que j'ai écrit sur donc, la démocratie moderne. Alors, ce que je me propose de faire avant de répondre à vos questions, c'est de vous en faire une présentation générale. La démocratie à laquelle je me suis intéressé, sans doute à son origine dans la démocratie athénienne, mais ça n'est pas cela qui a commandé ma recherche. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la démocratie dans laquelle nous vivons. Celle dont, comme le disait le professeur Magnard, on nous rebat les oreilles jour après jour. Et c'est pourquoi la première partie de mon ouvrage est un travail d'enquêteur. J'ai essayé de chercher les contours de ce concept dans l'esprit de nos contemporains. Et le début de mon travail est en fait une sorte d'enquête sociologique pour savoir que signifie la démocratie pour nos contemporains. Et puis dans une seconde partie, et nous y viendrons tout à l'heure, je risque une explication de toutes les conclusions de la partie d'enquête sociologique. Alors qu'est-ce que c'est que la démocratie dans l'esprit de nos contemporains? Eh bien tout d'abord, ce qui frappe, c'est qu'aujourd'hui la démocratie est une référence universelle. Vous savez qu'il y a environ 160 nations dans le monde. Au début des années 90, lorsque j'ai écrit ce travail, il n'y en avait, je crois, que 6 qui n'avaient pas de document constitutionnel dans lequel il y avait une référence, de près ou de loin, se référant à la démocratie, aux droits de l'homme, à la souveraineté populaire, à quelque chose de semblable. Depuis, nous avons 1 ou 2 États qui se sont dotés de
constitution. Je pense par exemple au Bhoutan. Pourquoi le Bhoutan? Vous savez que le Bhoutan est un petit royaume de l'Himalaya de quelques centaines de milliers d'habitants qui est dirigé par une monarchie héréditaire depuis des siècles. Eh bien, je crois que c'est en 2008 que le Bhoutan a décidé de se doter d'une constitution. En apparence, ça n'a rien changé, puisque le roi du Bhoutan est resté le roi du Bhoutan, son fils est resté le prince héritier, je crois que depuis, il est d'ailleurs monté sur le trône. Le premier ministre du roi est resté le premier ministre. Et pourtant, ça a tout changé. Parce qu'avant, on avait affaire à une monarchie traditionnelle héréditaire, et maintenant, on a affaire à une monarchie constitutionnelle. Et c'est très différent. Alors, c'est une référence désormais universelle. Personne n'ose se dire contre la démocratie. Même nos papes en font l'apologie. Or, la démocratie, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on s'interroge, qu'on fait une étude de vocabulaire, on s'aperçoit que ça n'est pas qu'une question politique. Lorsqu'on dit que tel club de tennis n'a pas un accès très démocratique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que tel vêtement, je pense à un blue jean, est plus démocratique qu'une cravate, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit bien que le concept de démocratie dépasse amplement la sphère politique. Alors, en réalité, et je ne vais pas m'appesantir sur cette démonstration parce que ça n'est pas le cœur de mon ouvrage, mais la démocratie aujourd'hui présente tous les traits de ce que les philosophes ont appelé des idéologies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Je reprendrai la définition de Raymond Aron. C'est un ensemble de propositions de faits et de jugements de valeur. Et effectivement, la démocratie se dit fondée sur un certain nombre de faits. Par exemple, la souveraineté du peuple. Le fait que la Révolution française ait été un véritable mouvement populaire d'un peuple qui souhaitait se libérer des tyrans que constituaient les rois de France. C'est considéré comme un fait historique. Aujourd'hui encore, on nous dit ben, le peuple dirige, le peuple peut diriger. Et puis à côté de cela, on constate qu'il y a énormément de valeurs qui sont des éléments de nature morale, comme le disait Nietzsche, mais qui sont sans rapport direct avec les propositions de fait. Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs de la démocratie? Bien, vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité, mais ça va bien au-delà. On va dire aujourd'hui que la rigueur scientifique est une valeur démocratique, que la nature est une valeur démocratique, et on va mettre énormément de choses là-dedans. En réalité, la démocratie est un système de valeurs. Maritain nous dit que c'est une philosophie générale de la vie humaine. Et l'on constate que la démocratie est devenue hégémonique à un moment précis de l'histoire, tout simplement après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. La démocratie, de fait, devient une référence obligée. Alors vous connaissez peut-être cette anecdote de la correspondance entre le général de Gaulle et René Cassin. Et le général de Gaulle ne voulait pas utiliser le mot démocratie, parce qu'il disait nos militants se méfient de la démocratie, parce que pour eux, la démocratie, c'était la Troisième République, un régime de corruption, un régime où les gouvernements changeaient tout le temps, et ils se disaient c'est pas une bonne chose de se référer à la démocratie dans le combat que l'on mène contre le nazisme. Et donc, pourtant, De Gaulle va engager, en quelque sorte, Jacques Maritain pour rendre ce concept de démocratie populaire. Et Maritain va écrire un livre sur la démocratie qui va être publié par les services américains et parachuté en France en 1942, de manière à faire basculer l'opinion qui, à l'époque, était majoritairement pétainiste, et pour accoutumer notamment les Français
un peu catholique avec ce concept de démocratie. Maritain, vous le savez, sera nommé par le général de Gaulle ambassadeur à Rome et il deviendra très proche du pape Paul VI et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure si nous avons le temps. Il aura une influence très importante sur le Concile Vatican II. Mais donc vous voyez, la démocratie, elle devient hégémonique après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne s'y réfère plus, si j'ose dire. Alors si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idéologie? Parce que l'idéologie, il y a forcément quelque chose derrière. Il y a forcément une espèce de conception de la nature. Ce que les philosophes appellent une métaphysique, c'est-à-dire une vision du monde. Il est essentiel pour nous de cerner quelle est la métaphysique sous-jacente à la démocratie. Alors tout d'abord, il faut bien prendre conscience que la démocratie, et je crois que ça fait partie de son essence, est une négation. La Révolution française, qui marque en quelque sorte la naissance de la République dans notre pays, en Europe et dans le monde, la Révolution française, qui donc marque la naissance de la démocratie comme régime hégémonique, est d'abord une négation. Une négation de quoi? Eh bien une négation de l'ancien régime, une négation de l'ancien ordre du monde, une négation de ce qu'Aristote a appelé les communautés naturelles. Qu'est-ce que c'était que les communautés naturelles? Le livre de la politique d'Aristote nous explique que le monde s'organise autour des familles, que les familles constituent des villages, que les villages constituent eux-mêmes des États, et il y a ainsi un système de poupées russes, si j'ose dire. Et Aristote nous explique que ce sont des créations de la nature. Et tout l'ancien régime était organisé autour du respect de ces communautés naturelles, qui existaient en tant que telles, qui étaient représentées politiquement en tant que telles. La Révolution française va balayer tout cela. Vous le savez, toutes ces premières lois consisteront à abolir toutes les associations, à autoriser le divorce, à évidemment nier les nations. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que la démocratie dans laquelle nous vivons ne reconnaît plus ces communautés naturelles comme des entités juridiques ayant un poids en tant que telles. Vous savez que le mot famille, qui certes est utilisé légèrement dans le Code civil, mais n'apparaît pas dans nos constitutions. Il apparaît dans certaines déclarations de l'ONU, mais de façon extrêmement ténue. Et force est de constater que toute la législation de la démocratie aujourd'hui est entièrement dirigée, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, vous le savez parfaitement, contre les structures familiales, contre les structures de nation. Aujourd'hui, on n'ose même plus parler de nation. C'est suspect. Parce que qui dit nation dit nationalisme, qui dit nationalisme dit extrême droite, qui dit extrême droite dit ennemi de la démocratie. Donc vous voyez bien que toutes ces communautés naturelles ont été combattues par la démocratie. Alors, pour être remplacées par quoi? Eh bien, pour être remplacées par ce que les philosophes ont appelé l'individualisme. Qu'est-ce que c'est que l'individualisme? Eh bien, l'individualisme, c'est précisément n'appartenir à aucune communauté, être un individu. Rousseau nous dit que l'homme est un tout parfait et solitaire, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin pour vivre d'appartenir à une famille. Sous l'Ancien Régime, on se définissait essentiellement par l'appartenance à sa famille. C'est pour ça qu'on disait « je suis le fils de Jean »,« je suis le fils de Pierre ». Et on retrouve ça dans les noms. Vous voyez, Peterson, fils de Pierre. Bon, Simone Bariona, Simon, fils de Jonas. La définition de l'être humain se faisait par l'appartenance à une lignée. Il n'y a plus rien de tout cela aujourd'hui. On choisit son nom. Et l'individu naît dans une famille qui aujourd'hui très souvent est recomposée.
est donc dénué de toute stabilité, et l'individu va lui-même fonder plusieurs familles au cours de sa vie, avoir des enfants avec plusieurs conjoints, et ensuite, eh bien, il laissera derrière lui une postérité qui portera ou ne portera pas son nom. Donc, la démocratie, en fait, s'adresse, et le régime politique, d'individus, et non plus de communautés. Alors, me direz-vous, comment est-ce possible? Eh bien, Rousseau, et le mouvement des Lumières avec eux, nous expliquent que les communautés naturelles n'existent pas, puisque la nature ne crée pas des communautés, mais les hommes sont, c'est toute la peinture de Jean-Jacques Rousseau, les hommes sont nés dans la forêt, et vivent dans la forêt, et un jour, ils ont simplement décidé, pour des raisons essentiellement économiques, pour protéger une sorte de propriété qui les arrangeait, ils ont décidé de constituer un contrat. Alors qu'est-ce que c'est que ce contrat? Eh bien ce contrat, c'est un accord, donc c'est de nature contractuelle. Qui dit contractuel, ça veut dire un accord commutatif, un accord bilatéral, multilatéral, où on se met tous d'accord pour respecter un certain nombre de lois et pour éviter, quelque part, les conflits. Alors, voilà le système du contrat social. Et ce contrat social est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est souverain? Ça veut dire que la souveraineté, c'est le fait de ne pas avoir de chef au-dessus de soi. Alors ça, on nous dit la souveraineté populaire, eh bien c'est simplement que le peuple décide de sa propre loi. Mais il y a là une contradiction profonde et qu'on ne relève pas. Si l'on est souverain, on n'a pas besoin de loi. Quand on est souverain, on fait la loi. Donc, si la souveraineté populaire est d'être soumis à la loi qu'on se donne, c'est contradictoire. Pourquoi le peuple, s'il est souverain, se donne-t-il des lois? Nous allons voir pourquoi. Or, les philosophes nous expliquent que le peuple est dit souverain. Mais tous les philosophes reconnaissent que le peuple ne sait pas gouverner. Montesquieu, le premier, nous dit que le peuple est incapable de gouverner les affaires. Soit il va trop vite, soit il va trop lentement. Et nous dit Montesquieu, il ne sait faire qu'une chose, c'est désigner de bons gouvernants. Mais il ne sait pas gouverner lui-même. Et le professeur Magnard parlait de Tocqueville. Mais Tocqueville, qui n'a pas étudié la démocratie dans des livres, qui l'a étudiée aux États-Unis, où elle existait à son époque, Tocqueville nous dit « Le peuple est même incapable de choisir de bons gouvernants. » Ah bon? Alors ce peuple souverain est incapable de gouverner, il est incapable de choisir de bons gouvernants. Comment est-ce que ça fonctionne? On nous explique, ah oui, mais ça fonctionne en raison de la représentation populaire. Le peuple choisit, elle n'est pas loin de nous ce soir, mais cette représentation populaire, Rousseau la rejette. Rousseau nous dit la souveraineté ne peut pas être déléguée. Ceux parmi vous qui ont des enfants savent que la paternité ou la maternité, ça ne peut pas se déléguer. Vous avez des enfants, vous pouvez leur dire bah, fais ceci, fais cela, je te donne quelque part la possibilité de te débrouiller tout seul sur tel et tel point. Mais vous ne pouvez pas abandonner votre paternité. S'il y a un problème, eh bien, ils reviendront vers vous pour avoir la solution. La souveraineté, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas déléguer votre souveraineté, le fait de ne pas avoir de chef au-dessus de vous, vous ne pouvez pas le déléguer à quelqu'un d'autre. C'est ce que nous dit Rousseau. Il nous dit de même que la souveraineté ne peut pas se diviser. Or, on nous dit que la souveraineté est divisée en pouvoir législatif, en pouvoir exécutif, en pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire d'être souverain si on est souverain que sur un point particulier et pas sur le reste? Donc vous voyez que la démocratie est en réalité pleine de ces contradictions. Tout ce que je vous dis n'est pas très original. Je n'ai pas inventé tout cela. Beaucoup d'autres penseurs l'ont dit et sans doute bien mieux que moi. Mais je pense qu'il est nécessaire de faire ces quelques rappels pour comprendre comment on peut expliquer ces contradictions.
Alors, en réalité, nous savons bien que le peuple ne gouverne pas. Nous savons bien que nous ne gouvernons pas. Nous savons bien que notre pays est gouverné par une élite, que cette élite se reproduit. Je vois madame qui fait une petite moue. On peut estimer que l'élite est plus ou moins bonne à son poste, mais néanmoins, ça n'est pas un hasard si tous les plus hauts fonctionnaires sortent des mêmes écoles, si tous les capitaines d'industrie sortent des mêmes écoles, si leurs enfants héritent bien souvent des fonctions de leurs parents, l'élite s'auto-reproduit. C'est un fait. Ça a été observé dans tous les pays, et plus particulièrement dans la démocratie. Or, cette élite, elle est intimement convaincue, persuadée de sa supériorité. Elle sait qu'elle gouverne. Mais sauf qu'elle doit respecter le jeu démocratique. Elle doit dire « je suis soumis à la souveraineté populaire ». Et bien souvent, cette élite méprise le peuple. Mais néanmoins, elle se plie à la souveraineté. Il y a là une sorte de mensonge. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Il y a dans la souveraineté populaire un mensonge, où on dit que le peuple gouverne alors qu'il ne gouverne pas. Alors, voilà, lorsqu'on observe de façon très superficielle et très rapide ce qu'est la démocratie, voilà à quoi nous arrivons. Nous arrivons à des contradictions logiques. Nous arrivons à la négation de tout ordre naturel et nous arrivons à un espèce de mensonge. Alors comment expliquer cela? Et c'est ce qu'il nous faut faire maintenant. Car il y a une raison à tout cela, il y a une logique à tout cela. Et la démocratie, nous allons le voir, est extrêmement cohérente au-delà de ces contradictions. Alors, pour essayer de comprendre ce système, je pense qu'il faut tenter de se mettre dans l'esprit de nos contemporains. Quelles sont les choses, quelles sont les vérités auxquelles nos contemporains croient le plus? Eh bien, je pense que nos contemporains, nous tous, ce qui nous paraît le plus solide, c'est ce qu'on a appelé la science. Les sciences dures, le CNRS, les laboratoires, la chimie, la physique, toutes ces sciences dites dures qui, de fait, ont été absolument indispensables dans le progrès technologique que nous constatons et qui sont jugés comme étant des éléments absolument incontestables du monde moderne. Or, cette hégémonie de la science, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Descartes lui-même, dans son discours de la méthode, nous dit que les hommes vont se rendre maîtres et possesseurs de la nature. Et au XIXe siècle, on a vu fleurir un espèce de scientisme, c'est-à-dire une sorte d'idéologie, qui mettait les sciences expérimentales au-dessus de toutes les autres, alors que, sous l'Ancien Régime, les sciences les plus nobles, c'était la philosophie, la théologie, le droit, ce genre de choses. Alors que nous disent les sciences sur le monde dans lequel nous vivons? Eh bien, les sciences nous disent, depuis Darwin, que le monde est en une évolution. Et c'est jugé comme étant une vérité scientifique. Les hommes, nous dit Darwin, sont arrivés par hasard sur la surface de la Terre. Ils ont évolué, ils se sont organisés et ils ont connu un certain progrès technologique. Alors, évidemment, cette théorie de Darwin correspond à la théorie de Rousseau, hein, du tout parfait et solitaire d'un homme sylvestre. En réalité, cette théorie darwinienne, qui est jugée scientifique, n'est pas nouvelle. Elle correspond à une philosophie très ancienne. C'est la philosophie d'Épicure, qui consiste à dire que le monde, et donc Épicure est son disciple, connu par son disciple Lucrèce,
Épicure nous explique que le monde est arrivé par le hasard de la concrétion des atomes. Or, Épicure, vous savez qu'aujourd'hui tout le monde se dit épicurien. Si vous entendez les philosophes qu'on lit dans le journal, Michel Onfray, Luc Ferry, André Comte-Sponville, tous se réfèrent à Épicure. Nous n'avons pas de raison, on peut sourire, mais ce sont des philosophes qu'on doit estimer, il me semble, mais ils se réfèrent tout simplement à l'épicurisme. Et pas uniquement pour des raisons hédonistes, plutôt pour des raisons cosmologiques, nous allons y revenir. Épicure a été redécouvert dans un monastère alsacien au début du XVe siècle. Et donc, on a lu au travers du manuscrit de Lucrèce sur la nature des choses, c'est-à-dire sur l'origine du monde. Et de fait, l'épicurisme est revenu en Occident par la conception du monde. On a commencé par s'interroger sur la question de l'infini du monde. Est-ce que le monde, est-ce que le cosmos est infini? Est-ce que, avec nos télescopes, nous voyons toutes les planètes? Est-ce que derrière la plus lointaine des planètes, il y en a encore une autre derrière? Est-ce que si nous montions dans un vaisseau spatial qui serait capable d'aller jusqu'à cette dernière planète, est-ce que l'on peut dire qu'il y en aura une autre derrière? Et alors, les philosophes ont buté sur cette difficulté, qui est une difficulté en fait très ancienne, puisque déjà un ami de Platon s'y était confronté, Archytas de Tarente, et il disait « Le monde ne peut pas être fini parce que je pourrais toujours lancer mon javelot au-delà de la fin du monde. Donc le monde est forcément infini. » Et alors, si le monde est infini, nous dit-on, eh bien il y a forcément de nombreuses planètes habitées. Et de fait, Épicure, Lucrèce, nous disent qu'il y a plusieurs planètes habitées. Et cette pluralité des mondes habités va être très populaire dans la philosophie même du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Vous voyez, le grand Emmanuel Kant, qui est l'un des principaux penseurs du monde moderne, son premier grand ouvrage, le Traité du ciel, développe toute une théorie de la pluralité des mondes habités. Et à la fin de sa vie, Kant, je crois en 1797, a écrit un petit traité sur les lunes où il reprend ces théories de pluralité des mondes habités. Et il considérait, Emmanuel Kant, que toutes les planètes du système solaire étaient habitées. Et plus les planètes étaient proches du Soleil, plus les gens étaient frustes, et plus elles étaient éloignées du Soleil, et plus les êtres étaient développés, intelligents. Et disait-il, les habitants de Vénus sont des singes, et les habitants de Saturne sont des Newtons. Donc vous voyez que toutes ces questions cosmogoniques sont devenues populaires à partir du XVIe siècle, et ont progressé dans l'esprit des philosophes au XVIIe et au XVIIIe. Alors ça va également avec la théorie atomiste, puisqu'on a redécouvert la théorie atomiste. Théorie atomiste qui va être popularisée par Gassendi au XVIIe siècle, Gassendi qui était professeur au Collège de France, donc pas loin d'ici. Et avant Gassendi, je crois qu'il faut évoquer également la figure de Giordano Bruno, qui croyait à l'infini du monde, qui croyait à la pluralité des mondes habités, et qui croyait à l'atomisme également. Donc vous voyez que la vision, la perception du monde dans lequel nous vivons a complètement changé à partir de la redécouverte de Lucrèce et d'Épicure. Alors, l'univers est désormais infini. Il y a des mondes habités en grand nombre. Les êtres sont composés d'atomes qui sont réunis au hasard. Alors évidemment, la genèse est fausse. La première conclusion de tout cela,
c'est que la Genèse est fausse. Et de fait, on voit affleurer les prémices du transformisme dès le XVIIe siècle. Ça n'est pas Darwin qui a inventé le transformisme. On en trouve les premières traces chez Vanini. Vanini, c'est quelqu'un qui écrit au tout début du XVIIe siècle, dans les années 1610. Et il nous explique que les hommes sont issus du perfectionnement de la semence des guenons et des singes. Donc vous voyez, déjà, au début du XVIIe siècle, il y avait une théorie transformiste. Alors ça sera repris au XVIIe siècle par les Lumières. Vous avez des gens comme Bernard de Maillet qui publie de façon anonyme un ouvrage qui s'appelle le Téliamède, dans lequel il dépeint des... Alors il croyait aux sirènes, donc il pensait qu'il y avait des hommes marins, il croyait qu'il y avait... Il était ambassadeur en Égypte, donc il colportait toutes les légendes d'Afrique, et il croyait qu'il y avait des hommes sylvains, donc les Hollandais avaient rapporté d'Indonésie des orang-outans, donc il considérait que les orang-outans étaient des hommes sylvains, et il pensait que, en fait, les hommes étaient issus d'une certaine évolution. Ce sera repris par Diderot. Et Diderot, dans Le rêve de d'Alembert, a des propos transformistes. Il propose d'ailleurs que les hommes s'accouplent aux animaux pour créer des races utilitaires. Il dit par exemple, si les hommes s'accouplaient aux chèvres, on pourrait faire des domestiques très résistants et très utiles. Et donc, ça c'est Diderot. Et, bon. Et alors, Kant donc, va reprendre ces théories et expliquer que la nature, en quelque sorte, se déploie, qu'elle progresse. Voyez. Et comment cela? Eh bien, au hasard. Alors, qu'est-ce que c'est que le hasard? Qu'est-ce que c'est que ce fameux hasard? Alors, vous avez dans Aristote, dans la physique, vous avez toute une théorie du hasard qui est très fine, très profonde. Que nous dit Aristote, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant. Il dit le hasard, c'est simplement une causalité que l'on ne peut pas expliquer parce qu'elle est trop fine, elle est trop petite. Et quand vous jetez un dé, vous ne pouvez pas savoir quelle est la face qui va sortir parce qu'il y a trop de paramètres. Donc, vous ne savez pas si c'est un 2 ou un 6 qui va sortir, parce que ça dépend du mouvement de la main, ça dépend de la résistance de la table. Donc, c'est en dehors, nous dit Aristote, du domaine de la raison. Et donc, ça peut tout juste faire l'objet des probabilités, d'un raisonnement mathématique de probabilité. Et donc, le hasard moderne, tel qu'il va être repris par les scientifiques au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, eh bien, c'est tout simplement cette notion mathématique de probabilité. Un certain nombre de choses arrivent uniquement en fonction d'une probabilité mathématique. Et donc, vous voyez que lorsque Darwin vient nous expliquer, à partir de collections naturalistes de coquillages, l'évolution des espèces par une certaine sélection, eh bien, il va en quelque sorte valider scientifiquement la théorie d'Épicure. Auparavant, à l'époque d'Épicure, à l'époque de Gassendi, à l'époque de Diderot, de Kant, c'était des considérations philosophiques. C'était une cosmogonie parmi d'autres cosmogonies. Darwin va marquer cela d'un saut scientifique, en disant « moi je vous le prouve », parce que mes expériences aux îles Galapagos montrent qu'il y a une évolution des espèces. Ça n'est donc plus une vérité philosophique, je vous rappelle que la philosophie est désormais une science molle, c'est une vérité scientifique, biologique. C'est donc une science dure, c'est donc certain, on ne peut pas mettre cela en doute. Ah. Le monde est donc en progrès, et il provient du hasard. Et donc, au moment de la Révolution française, quelqu'un comme Condorcet va écrire un livre qui s'appelle « L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain », où il dépeint les étapes de l'évolution humaine. Et la grande différence avec la philosophie d'Épicure, c'est qu'il introduit la notion de progrès. Il dit « demain sera meilleur qu'hier ». Et le progrès est accumulation. Voyez.
Et donc, cette évolution, elle n'est pas erratique. Elle ne va pas vers le désordre ou le chaos. Non, on a des êtres de plus en plus complexes et on a de plus en plus de rationalité. Or, désormais, l'évolution de l'homme ne se fait plus par son corps, même par son intelligence. Elle se fait au niveau de la société. En tout cas, dans l'histoire que les individus que nous sommes peuvent mesurer. Car il est évident que si nous avons des évolutions physiques dans notre corps, on dit que nous sommes un peu plus grands que nos aïeux, c'est possible. Mais cette évolution est tout à fait à la marge et on ne voit pas de grande différence avec nos aïeux. Donc l'évolution désormais, elle est sociale, elle est dans la société. Et si donc cette évolution est mue par le hasard, comment faire pour que les hommes s'entendent, pour qu'ils ne s'entretuent pas, pour qu'ils vivent en harmonie? S'il n'y a plus d'ordre dans la nature, s'il n'y a plus de communauté naturelle, il n'y a plus qu'un seul moyen. Et ce moyen, c'est la loi. C'est-à-dire l'état de droit. Donc vous voyez que la société est désormais le lieu du progrès de l'espèce humaine. Et le cœur de cette société, c'est la loi qui permet aux hommes de vivre en harmonie les uns avec les autres. L'état de droit est donc, en quelque sorte, la condition de l'évolution de l'espèce humaine, la condition de son progrès. Et c'est pourquoi il est si important, comme nous allons le voir. Car enfin, nous savons bien que la perfection n'est pas de ce monde, et nous savons bien que l'état de droit n'est jamais parfait. Nous savons que la démocratie est imparfaite, et pourtant, elle est une obligation morale. Le début de mon exposé s'est ouvert par là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, personne ne pouvait s'opposer à la démocratie. Ce serait un crime, ce serait une déviance, ce serait une hérésie. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est qu'un but à atteindre. Elle n'est qu'un idéal. Et cet idéal n'est jamais atteint. Mais toutefois, cette loi que l'homme se doit de respecter, Kant nous dit « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature », chacun par sa liberté va se donner des maximes morales qui peuvent devenir des lois pour l'ensemble des individus. Et la loi va être sacralisée. Ainsi, la démocratie est finalement la condition de la liberté, la condition de l'espèce humaine, et finalement, c'est la seule chose qu'il faille respecter. Et c'est pourquoi la principale valeur de la République, c'est la République elle-même. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est pas très enthousiasmant pour les peuples. Ce sont des considérations un peu théoriques, un peu philosophiques. L'homme de la rue ne sait pas ce que c'est que l'état de droit. Il ne va pas réfléchir de façon très approfondie sur ce que sont les droits de l'homme, sur l'importance de la loi. Alors, on appelle à la rescousse la religion. Et c'est Kant lui-même qui le fait. Kant nous dit que face à l'épreuve du mal notamment, et pour aider les hommes à respecter la loi et la morale qu'ils se donnent, la religion, ce qu'il appelle le poème des prêtres, est très utile, est essentielle. Et Kant nous explique qu'il y a deux types de religions. Il y a les religions historiques, alors c'est le christianisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam. Et toutes ces religions historiques sont très valables parce qu'elles sont le produit d'une culture, d'une histoire, dans un endroit donné, à un moment donné. Mais nous dit Kant, il y a une religion supérieure à toutes ces religions. Et c'est ce qu'il appelle la foi pure de la raison. Au-delà de toutes ces religions historiques, il y aurait pour Kant
une religion de la foi pure de la raison qui permettrait à toutes ces religions de se réunir et aux hommes de devenir meilleurs et de supporter les épreuves de la vie. Et donc, Kant va, et là on est à la fin du XVIIIe siècle, Kant va nous dire la religion est légitime lorsqu'elle défend la raison. Et il dit, mais par contre, le royaume de Dieu, ce royaume de Dieu de la foi rationnelle, ce sera bien difficile de l'atteindre. Il parlait à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Un philosophe comme Luc Ferry nous dit que nous sommes dans une époque formidable où le divin s'humanise et l'humain se divinise. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une convergence. Que le divin s'humanise, c'est-à-dire que l'on ramène toutes ces religions historiques à leur substrat rationnel. Et que l'humain se divinise, c'est-à-dire que les hommes, en utilisant la moralité que leur donne ce qu'il appelle ces valeurs hors du monde, parce qu'elles ne sont pas produites par la nature, elles sont produites par le cœur de l'homme, eh bien, Luc Ferry nous dit que l'homme devient comme un dieu. Et il reprend le mot de Bergson, l'univers est une machine à faire des dieux. Et voilà le projet de la démocratie. La démocratie va nous permettre d'épanouir notre liberté et en permettant à notre liberté de faire ce qu'elle doit faire dans les limites de la loi, elle permet à notre espèce de progresser et en proche de l'oméga du divin. C'est Teilhard de Chardin. Alors, ces théories qui sont en fait une acclimatation de la philosophie des Lumières aux religions historiques, au christianisme par exemple, eh bien, elles vont rentrer dans ces religions historiques. Et pour la religion catholique, qui est la mienne, que je connais mieux, eh bien, mon analyse est que cette philosophie est rentrée, notamment au moment du Concile Vatican II, dans la religion catholique. Sous quelle forme? Précisément sous la forme de la Déclaration Dignitatis Humanae, où en quelque sorte, la religion catholique reconnaît qu'elle n'a pas plus de droits que les autres religions, et c'est quelque part faire une sorte de démocratie entre les religions, de manière à faciliter l'identification de la foi rationnelle. Et donc, de fait, l'Église, bien souvent aujourd'hui, va devenir le vecteur principal des valeurs de la démocratie. Et c'est pour cela que les papes en parlent, et c'est pour ça qu'ils parlent tant des droits de l'homme. Et les religions vont prôner une sorte de charité universelle qui sera beaucoup plus puissante pour maintenir la paix entre les hommes que ne l'est la loi elle-même, car la loi est sèche et stricte, alors que la charité est humaine. Et voyez, quelqu'un comme Luc Ferry, qui se définit comme étant un kantien orthodoxe, écrit aujourd'hui des livres sur Saint Paul, sur l'amour évangélique. Ça n'est pas qu'il pense que Saint Paul ait reçu une révélation de Dieu. Il ne croit pas à la révélation, il me semble. Mais il considère simplement qu'il y a dans les textes de Saint Paul des éléments sur l'amour des hommes entre eux qui peuvent être utiles au progrès de l'espèce humaine. Alors, parallèlement à la conversion des cœurs, il faut la conversion des nations. Car les nations sont naturellement antagonistes. Pourquoi sont-elles antagonistes? Parce qu'elles ne sont pas unies par des lois, parce qu'elles sont indépendantes. Et donc, la démocratie qui existe au niveau des nations doit exister entre les nations. Et ce projet de paix perpétuelle est en réalité un projet ancien. On voit les premiers projets de Société des Nations, ça date des légistes de Philippe le Bel, ça a été repris par
par Sully, ça a été repris par l'abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, et puis Kant lui-même en fera plusieurs écrits sur ce thème. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Le projet de paix perpétuelle. Il a écrit également l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, et il explique que la paix entre les nations est essentielle, car la paix est toujours essentielle à la liberté. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du mondialisme. Je suis souvent interrogé par des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que vous pensez du mondialisme ?» Le mondialisme n'est rien d'autre qu'un système démocratique entre les nations. Et le projet de paix perpétuelle de Kant, en fait, c'est l'ancêtre de la Société des Nations et de l'ONU. Et de fait, le mondialisme a, peut-on dire, en tout cas il le proclame, aurait été permis une certaine paix dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que ce point peut être discuté, mais néanmoins c'est l'objectif qu'il s'est donné. Alors, au-delà de cela, au-delà de ce projet de paix entre les nations, je crois qu'en filigrane du mondialisme, il y a une autre idéologie qui est le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'indifférence à la nation. C'est le fait de dire, peu m'importe que ma voiture soit japonaise ou espagnole ou française. Ce qui compte, c'est qu'elle me plaise, c'est qu'elle ait la couleur et le confort que je recherche. Et donc, le cosmopolitisme, donc, c'est une visée un peu consumériste du monde. C'est l'idée que tous les individus que nous sommes peuvent jouir des richesses du monde entier, de chaque nation. Et d'ailleurs, pendant des siècles, le cosmopolitisme a été une coquetterie de riches, en fait. Les cosmopolites, c'était les grands aristocrates qui pouvaient se permettre de voyager, évidemment dans des conditions favorables, et de profiter, en fait, de toutes les richesses du monde. Et donc aujourd'hui, on nous explique, et c'est ce qu'il y a derrière le tourisme de masse, on nous explique que tous et chacun, nous pouvons profiter des richesses du monde entier. Alors je vous laisse juge de savoir si cette démocratie universelle a produit ce qu'elle avait promis, à savoir le bonheur. Les Lumières nous promettaient le bonheur. L'Ancien Régime, le Moyen-Âge, n'a jamais promis le bonheur. On ne promettait que la croix, que le sacrifice. Le bonheur n'était promis que dans l'au-delà. Le projet de paix de la démocratie est un projet du monde. Il s'agit de trouver la prospérité en ce monde et de rendre les gens heureux en ce monde. Est-ce vraiment le cas? Chacun d'entre nous peut répondre à cette question. Ce que l'on peut constater est que la démocratie, aujourd'hui, est en quelque sorte en difficulté. Pourquoi est-elle en difficulté? Précisément en raison de son succès. Parce que les frontières sont tombées. Parce que les communautés naturelles ont disparu. Les mouvements du monde, entre les gens, entre les pays, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Et la démocratie se voit contrainte de réunir des éléments de plus en plus hétérogènes. Et c'est la raison pour laquelle elle doit être de plus en plus forte. Il est évidemment beaucoup plus difficile de maintenir la paix sociale lorsqu'il y a des ethnies différentes dans un pays, des gens de religions différentes dans un pays, des gens qui viennent de tous les horizons. Lorsqu'il y a des mouvements migratoires massifs, c'est extrêmement difficile. Et donc on voit bien que la démocratie est condamnée à être chaque jour plus forte, plus policière, plus armée. Mais n'est-ce pas dire qu'elle deviendra chaque jour plus totalitaire? Et je terminerai là-dessus. C'était la crainte qu'avait Tocqueville, justement. Et il nous met en garde, je cite son texte, « contre ce despotisme
que les nations démocratiques ont à craindre. Ce despotisme serait plus étendu et plus doux. Il dégraderait les hommes sans les tourmenter. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir, et souvent même à les regarder comme un bienfait. J'ai toujours cru qu'il ne serait pas impossible à cette sorte de servitude réglée, douce et paisible, de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Je vous remercie. Je ne voudrais pas me refuser la parole, mais il m'est donné de réagir le premier à cet exposé absolument magistral qui vous aura certainement tous convaincus et donné envie de lire l'ouvrage lui-même. Je me permettrai de faire une simple remarque. La démocratie, elle apparaît dans ses prodromes, dans ses annonces, comme quelque chose de prometteur. Elle est aguicheuse, elle séduit, et on s'aperçoit que plus les siècles passent, plus elle devient totalitaire, c'est le mot que vous avez utilisé, plus elle devient dominatrice, plus elle devient impérieuse, plus elle devient insupportable. Alors, pour moi, ça tient à une chose. Ce totalitarisme tient au fait que la démocratie telle qu'elle s'annonçait était spécieuse, pour ne pas dire complètement mensongère, et que son échec aujourd'hui, c'est l'aveu de la supercherie qu'elle a toujours portée. Ne croyez-vous pas? J'en suis convaincu. La démocratie est quelque part mensongère. Et aujourd'hui, où elle est en difficulté, parce qu'elle est un système contraire à la nature, eh bien la nature se réveille. Car je crois à l'existence du peuple. Je crois que les peuples sont des réalités naturelles. Et aujourd'hui, les peuples à qui on a promis un immense bonheur ne le voient pas. On nous a dit que la mondialisation serait la clé, la recette magique de la prospérité du monde. Et aujourd'hui, on fait face à un chômage massif. Les gens ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Il est normal qu'ils remettent en cause le système qui leur a menti. Et j'aurais une deuxième remarque. La démocratie, elle ne peut être qu'universelle. Elle ne peut être que globale. Et c'est pourquoi elle crée le cosmopolitisme. Il faut insister sur ce qu'il y a de délétère dans cette notion. Le cosmopolite, qu'est-ce que c'est? C'est le citoyen du monde. Mais citoyen du monde, il est citoyen de nulle part. Il n'a plus de patrie, il n'a plus de racines. Si aujourd'hui l'évocation des racines rend fou tous nos politiciens, c'est parce qu'ils ont prôné précisément un cosmopolitisme à tout crin.
Et le cosmopolitisme, c'est la forme extrême de l'individualisme. Or, l'individualisme, qui nous réduit à être des individus, c'est précisément ce travail sur l'humanité qui ramène chaque être humain à un simple grain de silice, semblable à tous les autres grains de silice, sans aucune différence, sans aucune personnalité. On nous a transformés en individus, c'est-à-dire qu'on nous a privés de ce qui constituait chacun d'entre nous notre personnalité, et nous n'avons d'autre issue que dans le cosmopolitisme, citoyen du monde, c'est-à-dire citoyen de nulle part. C'est ça la démocratie. Autrement dit, la démocratie recouvre le processus de déracinement le plus radical, le processus de prolétarisation le plus total. Peut-être une question? Je voudrais revenir sur un point de votre exposé, un seul petit point. Vous avez parlé, si j'ai bien compris, de l'instrumentalisation de la religion au service de la démocratie empêtrée dans ses contradictions. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Si, tout à fait. Oui. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit dessus. Dites-moi, mais je voudrais, je pense à la religion catholique, mais comme partie, n'est-ce pas un peu dangereux d'escamoter la liberté qu'a tout être humain, qui depuis l'Évangile et l'histoire, de choisir entre le bien et le mal. Et je pense à la critique radicale du grand inquisiteur de Dostoïevski, qui montre que c'est la tentation universelle de se soumettre finalement, de se démettre du poids de sa liberté. Et ça rejoint, bon, je n'ose pas le dire, donc, de cette manière, ça rejoint un peu le fait que nous devenons un cosmopolitisme des silex. C'est-à-dire que même il y a des gens qui ne sont pas religieux, on pourrait leur dire qu'en leur ôtant leur part de liberté indestructible qu'ils ont reçue, on les prive d'une part d'eux-mêmes, on les prive d'un dynamisme, on les prive d'eux-mêmes. Donc ce serait peut-être là, et c'est ce que je reproche un peu à ma religion, c'est qu'il n'y a pas assez de prophètes qui insistent sur cet aspect-là, où la critique de la liberté qui est manquante de Dostoïevski n'a peut-être pas été approfondie depuis. Voilà, je termine. Mais moi, il me semble que l'Évangile prône la liberté, la liberté des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de laisser la liberté à la démocratie. Personne n'a attendu Épicure et Rousseau pour prôner une véritable liberté. Toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la véritable liberté. Et donc, si la conception orthodoxe de saint Thomas, c'est de dire que la liberté est le choix des moyens, mais jamais contre la loi de Dieu. Et personne ne nie, il n'y aurait pas d'amour s'il n'y avait pas de liberté. Et donc la liberté est un élément essentiel de la nature humaine. Mais il ne s'agit pas d'abandonner la liberté à la démocratie, certainement pas. Au sujet de la démocratie, Winston Churchill a eu cette phrase qui disait « C'est le pouvoir des poux de devenir des lions ». Pourquoi c'est un peu utopique. Et quant à Voltaire, il a écrit « En matière d'argent, tout le monde est de la même religion ». Alors, je répondrai à ces deux points. La démocratie est en quelque sorte un mensonge, puisqu'elle nous dit « Vous serez Dieu et vous dirigerez ». Alors, lorsque Churchill nous dit « Vous êtes un pou, mais je vais faire de vous un lion », c'est flatteur. Et évidemment, pour les petits que nous sommes, il est flatteur d'être qualifié de souverain. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons de la stabilité de la démocratie. Qui s'opposerait à un régime qui vous dit que vous êtes le chef? Ceux qui n'en ont ni le talent ni l'envie. Certes, mais bon, ça ne les dérange pas, vous voyez. Vous voyez, même si vous ne participez pas au vote et à la démocratie, on vous dit que vous avez les mêmes droits que le président de Renault ou le chef d'état-major des armées,
Bah, c'est flatteur. Vous n'allez pas vous plaindre. Ah non, on préfère avoir des devoirs que des droits. C'est un mensonge, vous n'y croyez pas vraiment. Certes, c'est un Il faut parler mensonge. des devoirs et non pas des droits, déjà. Bien sûr qu'il faut parler des devoirs, mais on nous parle, alors là, j'ai pas eu le temps de vous... La démocratie, c'est ce que nous voyons tous les jours. C'est ce qui fait que le premier imbécile venu est candidat aux primaires. Et il gagne au primat. Mais donc, je pense que Churchill était démagogue, pour répondre à votre... Bon. Ensuite, le second point. En matière d'argent, tout le monde est de la même religion. Eh bien, c'est un des aspects, et je n'ai pas voulu être trop long ce soir, mais c'est le dernier chapitre de mon livre, où je dis, s'il n'y a plus de communauté naturelle, si l'esprit et la matière sont la même chose, s'il n'y a pas d'ordre dans le monde, qu'est-ce qui reste de commun? Eh bien, la matière. La matière, c'est la prospérité, c'est l'économisme, l'argent. Et donc la démocratie sombre en économisme. Aujourd'hui, tout le monde, je discutais pas plus tard qu'aujourd'hui avec des étudiants qui me disaient « Oui, mais la démocratie est un économisme. » Et de fait, beaucoup de gens se sont convertis à la démocratie, je pense notamment aux pays du bloc de l'Est, parce qu'ils ont espéré qu'adhérer à ce régime de l'Ouest leur procurerait la prospérité. Et de fait, aujourd'hui, la démocratie utilise les richesses pour avancer. Et les mécanismes de redistribution ont des visées essentiellement politiques. Il s'agit de rétablir l'égalité des conditions, l'égalité des moyens de chacun. Alors, vous avez raison de dire que lorsqu'on parle d'argent, tout le monde a la même religion. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Voltaire. C'est Voltaire. très en avance sur son Non, mais Voltaire n'a pas complètement tort. Mais la seule question, c'est est-ce qu'il n'y a que l'argent dans la vie? Est-ce que nous pouvons réduire notre existence à une dimension monétaire? Est-ce que l'homme se réduit à la richesse qu'il consomme? On laisse ça à Voltaire qui a gagné énormément d'argent, Voilà. non pas avec ses écrits, comme disent certains guides dans des châteaux, mais avec, oui, le trafic d'armes et l'esclavage. Comment concilier l'homme animal social avec l'individualisme? Alors, l'homme animal social, c'est la conception d'Aristote. Et cette conception consiste à dire que l'homme ne peut pas être homme véritable s'il n'est pas dans une société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes seul dans une forêt, vous aurez beaucoup de mal à subvenir à tous vos besoins. Et donc, les hommes ont toujours vécu en communauté. Donc, cette conception aristotélicienne d'homme comme animal politique, animal social, est en soi incompatible avec la conception de Rousseau que j'ai évoquée, qui considère que l'homme, précisément, peut vivre tout seul dans une forêt, qu'il est un tout parfait et solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire parfait et solitaire? Ça veut dire, s'il est parfait, qu'il peut se suffire à lui-même, et s'il est solitaire, c'est qu'il ne vit pas en société. Ces deux concepts sont donc incompatibles. En réalité, il est clair que la conception de Rousseau était une pierre dans le jardin d'Aristote. Alors maintenant, comment résout-il la difficulté? Tout ça, par le contrat social. Autre question? Oui, je voulais dire quand même, parce que là on ne parle pas beaucoup de Dieu, mais le propre de la démocratie, c'est quand même de dire que c'est la loi qui décide ce qui est bien et mal. On a oublié qu'il y avait une transcendance objective. C'est pour ça qu'on perd la liberté, que c'est totalitaire. C'est bien là où on a changé. Avant, on avait des biens, on avait une loi supérieure qu'on respectait. Là, il n'y a plus. C'est la loi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a aucune limite. Je vous réponds, vous avez fini? Oui. Vous avez tout à fait raison. Il y a un point que je n'ai pas beaucoup souligné. Je vous ai beaucoup parlé d'Épicure. Et je vous ai dit que la philosophie épicurienne était, de mon point de vue, sous-jacente aux Lumières. Sous une forme ou sous une autre, plus ou moins, ou chez un tel ou un tel. Mais quel est le cœur de la philosophie épicurienne? C'est précisément de dire que le monde s'explique sans l'intervention des dieux. Que le monde s'explique par lui-même. Il est un tout autosuffisant. Je vous ai parlé de panthéisme.
Je vous ai dit que la métaphysique sous-jacente à la démocratie était le panthéisme. C'est la même chose que de dire qu'il n'y ait pas un Dieu en dehors du monde et qui lui donnerait sa loi. Quand vous dites qu'il y a un Dieu supérieur qui nous donne des lois que nous devons respecter, en fait, vous adoptez la perspective traditionnelle qui a été développée par Platon, par Aristote et beaucoup d'autres, qui consiste à dire que le monde ne s'explique pas par lui-même, qu'on est obligé d'admettre l'existence d'un être premier, ce qu'Aristote appelle le premier moteur, pour rendre compte de l'existence du monde. Et que ce premier moteur a donné des règles objectives à ce monde qu'il faut respecter. Et donc, dans l'Ancien Régime, le roi de France était le lieutenant du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était essentiellement un juge. Il était destiné à trancher où se trouvait l'ordre de la nature, à dire, ben oui, le bon ordre de la nature, c'est de faire ceci. Mais il n'était pas souverain. Vous voyez, c'est l'histoire de la double donation de Jeanne d'Arc. Hein, la triple donation de Jeanne d'Arc, vous voyez, mais qui consiste à dire, le royaume appartient d'abord à Dieu. Et donc la démocratie, vous avez tout à fait raison de dire que l'essence même du concept de souveraineté populaire, c'est en fait de ne pas recevoir de loi de Dieu. Oui, il n'y a pas de loi supérieure. Il n'y a pas de loi supérieure aux hommes. Et d'ailleurs, les papes se sont prononcés contre cela. Dans la lettre sur le sillon, Mais pas Jean-Paul II. pas Jean-Paul II, mais Saint Pie X, dans la lettre sur, dans la lettre sur le sillon, Saint Pie X condamne Marc Sangnier, qui en 1907, au congrès de Rouen, avait fait un grand discours où il disait le pouvoir vient du peuple. Et il dit ça, c'est pas catholique. Parce que c'est contraire à l'épître de Saint Paul, l'épître aux Romains. Tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est pour ça que le pouvoir de Rouen n'était pas totalitaire. Mais tous les papes, vous voyez. Hein. Et donc, alors, j'ai pas eu le temps ce soir de vous parler du mouvement de Léon XIII, de ce qu'on a appelé le ralliement, est-ce qu'il est possible d'imaginer une démocratie chrétienne? Bon, Léon XIII, évidemment, a bouleversé le point de vue de beaucoup de chrétiens de son époque. J'ai un petit peu étudié cette question-là, j'en ai fait un paragraphe dans cette nouvelle édition. Je suis convaincu, pour ma part, que Léon XIII était parfaitement orthodoxe. Et ce qu'il a voulu éviter, c'est en fait une guerre civile, notamment en France. Et il ne l'a pas évité, il n'y a quand même pas eu de guerre civile. Mais dans tous les cas, alors Dieu jugera ce qu'a dit Léon XIII, mais si on prend la lettre de ses encycliques, et si on prend la lettre de Au milieu des sollicitudes, ce que propose Léon XIII, c'est pas du tout la démocratie moderne que je vous ai décrit ce soir. Léon XIII commence son exposé en faisant une théorie de la cité qui est parfaitement aristotélicienne. Et il dit une chose que plus personne ne dit aujourd'hui. Il dit que le premier lien de la société, c'est la religion. Donc, sous-entendu, pour Léon XIII, il ne peut pas y avoir de société unie s'il y a plusieurs religions. C'est fort. Aujourd'hui, qui peut dire ça? Aujourd'hui, c'est la laïcité. Il n'y a que les musulmans. C'est la laïcité qu'on érige comme une religion moderne. Voilà. Aujourd'hui, il y a une religion unique, c'est la laïcité. On va faire des funérailles laïques. J'ai la madame qui cherche à... Oui, vous ne faites pas de différence, vous ne parlez que de démocratie, mais vous ne faites pas de différence entre deux types, quand même, d'États, la royauté qui est restée, qui hérite d'une tradition, d'une famille régnante, etc., et nous qui sommes dans le bazar parfait, parce qu'on est en République, et il n'y a pas une continuité vers laquelle se tourner. Et là, je crois qu'il y a démocratie, il y a une démocratie qui arrive encore à s'équilibrer dans les royautés du Nord. Non. Laissez-moi parler. Parce qu'au moins, les gens sont moins paumés. Il y a une référence qui continue. Alors, madame, je pense que vous avez tout à fait raison. Et j'ai un petit paragraphe dans ce livre
où j'explique que tous les grands penseurs de la démocratie, celle que je vous ai décrite ce soir, eh bien, sont monarchistes. C'est le cas de Hobbes, c'est le cas de Rousseau, c'est le cas de Kant, c'est le cas de Hegel. Donc tous prônent des régimes monarchiques par opposition à ce qu'ils appellent la démocratie. Mais pour eux, la démocratie dont ils parlent, c'est la démocratie directe. Aujourd'hui, en Espagne, en Hollande, en Angleterre, personne ne nie qu'on a affaire à des régimes démocratiques. Sauf que, il y a des familles régnantes qui ont un rôle symbolique très important, très fort. Hegel le souligne dans la phénoménologie de l'esprit. Il dit que la personnalité du peuple s'incarne dans son roi. Et c'est la clé de la popularité de la famille d'Angleterre. Les Anglais, je suis convaincu pour ma part, que s'il y a eu le Brexit, c'est parce qu'il y a une famille royale en Angleterre. Et donc, les Anglais voient dans leur famille royale, avec ses qualités et ses défauts, une incarnation de leur identité. Ce que nous n'avons plus, nous autres, en France, puisque nos princes sont lointains, dirais-je. Donc, ce que vous dites est tout à fait exact, en ce sens que l'existence d'une famille régnante aide à l'identification des peuples. Toutefois, il est évident que dans ces monarchies constitutionnelles, on n'est plus du tout dans le cadre de la monarchie d'Ancien Régime. Et quelle est la différence? La différence, c'est la conversation que nous venons d'avoir. Le peuple anglais est souverain. La famille royale d'Angleterre n'est légitime que parce que le peuple en a décidé. Et non pas parce que Dieu lui a donné le pouvoir. Et à aucun moment, la famille royale d'Angleterre, ou d'Espagne, ou de Belgique, ne pourrait aller contre les décisions du peuple anglais s'exprimant sur une réforme constitutionnelle. Il y a donc, elle est là la véritable différence. Et elle est profonde, radicale, incompatible. C'est le pouvoir du sacre. C'est le pouvoir du sacre, bien sûr. Baudouin l'a fait. Madame? La seule monarchie, il y en a une seule qui est sacrée, il y a un sacre, et qui a bien un sens de Dieu. Mais tout à fait. C'est pas le cas des autres. Il n'y a pas des sacres aussi importants pour les autres. Mais vous avez tout à fait raison. Mais pas issus de Dieu. Le sacre du roi de France, notamment, était considéré comme un sacramental, et c'était vraiment la marque que le roi tenait son pouvoir de Dieu, et non pas du peuple. Voyez. Voilà. Et pas en Angleterre, c'est une cérémonie, mais il n'y a pas la sacralité. Vous ne faites pas de conclusion. Voilà. C'est la seule. Avec Écoute, Deux phrases de conclusion. Avant de écoutez, donc on est obligé d'arrêter les questions parce que les choses doivent s'arrêter. Je vous invite à venir me voir après pour me les poser en particulier. En tout cas, donc je vais signer mon livre pour ceux qui voudraient l'acquérir. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de toutes vos questions. Bonne soirée. conclusion.